Alors, il faut savoir qu'on avait, absolument toutes les données nous prédisant, qu'une pandémie de ce type allait arriver et en fait, les scientifiques, les épidémiologistes sonnent l'alerte depuis presque, 20 ans sur ce sujet. En 2003, si vous vous rappelez, se déclare en Chine dans des conditions qui sont très similaires l'épidémie de SRAS et dès ce moment, les communautés scientifiques prennent toute la mesure de l'importance de travailler sur cette famille de virus qui sont les coronavirus et de se préparer en fait à une pandémie de ce type-là. Sauf que en 2008-2009, l'épidémie est oubliée, le sujet n'est plus à la mode et en fait les fonds pour la recherche se tarissent complètement. On a alors des chercheurs, des épidémiologistes, des biologistes qui luttent depuis des années pour simplement faire tenir leur laboratoire et on leur demande aujourd'hui de se mettre en ordre de bataille et de délivrer. Et aussi bien l'Agence nationale pour la recherche en France que la Commission européenne ont mis en place ce qu'on appelle des appels à projets flash, c'est-à-dire pour financer très très rapidement ces recherches-là. Alors évidemment, la recherche doit être mobilisée dans la réponse à la crise et les scientifiques, que ce soit dans le privé ou dans le public, aujourd'hui, ils sont sur le pont pour mieux comprendre le virus, pour mieux comprendre l'épidémie, pour trouver éventuellement un vaccin, pour travailler sur des médicaments. Mais on agit dans l'urgence, là où on aurait pu être mieux armé de longue date. Et les chercheurs nous disent que si les financements avaient été continus depuis 2003, en fait, on pourrait dès aujourd'hui avoir des médicaments qui seraient fonctionnels. Donc, on est dans une activité de recherche qui est l'archétype d'une activité qu'on ne peut pas activer. Elle n'est pas activable, on ne peut pas demander à un chercheur de trouver pour qu'il trouve. Et donc, la situation, la crise, illustre vraiment de façon magistrale une politique de recherche gestionnaire et court-termiste qui ne peut structurellement pas répondre à nos enjeux de société. Et fonctionner en mode projet, en favorisant des recherches qui sont à la mode ou qui sont rentables, ça nous amène plutôt à des situations absurdes comme celle qu'on vit aujourd'hui et qui en fait est même une situation criminelle quand on est dans des crises de cette ampleur-là et de cette nature-là. Alors, nous ne sommes pas armés pour réagir à des événements qui sont prévisibles, dont les données scientifiques existent, dont on nous dit, les experts nous disent que ça va arriver, mais ça reste des événements inattendus parce qu'on ne peut pas planifier exactement quand est-ce que ça va arriver et que donc personne n'a envie de prendre les ressources pour s'y préparer. En fait, c'est extrêmement, inquiétant parce que, je suis sûre que si vous, prenez une minute pour y réfléchir, va vous venir tout de suite à l'esprit d'autres catastrophes qui sont aussi prédites par les scientifiques, et aux conséquences potentiellement beaucoup plus graves que ce qu'on vit, actuellement. Ce serait bien si ce moment nous faisait réaliser l'extraordinaire pouvoir et l'extraordinaire chance qu'on a, d'avoir en fait un outil, qui est le savoir. Sauf qu'il va falloir qu'on apprenne très vite à l'utiliser à bon escient si on veut répondre aux crises à venir. Parce qu'en fait, ce genre d'événements vont se banaliser. Alors déjà, c'est sûrement pas la dernière pandémie qu'on va devoir affronter. On sait et les écologues nous disent que, avec l'augmentation, en fait, de la déforestation, il y a de plus en plus d'animaux sauvages qui sont poussés, à entrer en contact avec les humains et donc on va avoir de plus en plus de zoonoses, c'est-à-dire du transfert de virus de l'animal, à l'humain. C'est le cas sur Covid-19, c'était le cas sur Ebola, sur la grippe aviaire, mais aussi sur la peste bubonique, par exemple, qui était transmise par les rats. Donc, en fait, on prévoit une augmentation de l'apparition de ces maladies. Et à côté de ça, dans les décennies qui vont venir, on va devoir aussi affronter d'autres types de catastrophes. On va avoir des épisodes de sécheresse qui vont augmenter, mettant en danger l'agriculture et déstabilisant la géopolitique. La biodiversité est en chute libre et on peut imaginer que si une espèce nécessaire à l'agriculture disparaît, eh ben, on va devoir affronter en fait des pénuries alimentaires. La fonte du permafrost va nous faire découvrir des virus complètement inconnus. Donc en fait, les événements aux aires catastrophiques vont augmenter en fréquence
et en grande partie à cause du réchauffement, climatique et des dérégulations qui sont causées par nos modes de vie et par nos modes de production. Or, pour tout ça, comme pour la crise, en cours, les scientifiques n'arrêtent pas de monter, le drapeau rouge et donc en fait, on a les informations. Donc pour ce qui concerne le monde de la recherche, ça veut dire qu'il y a un double enjeu, que cette crise révèle et devrait nous amener à changer. Le premier, c'est qu'il faut donner plus de poids à la parole des scientifiques. En fait, c'est plus possible que des politiques ignorent les données scientifiques qui font consensus, dans la communauté et cette parole d'expertise, aujourd'hui, elle est soit ignorée, poliment, soit entachée. Alors parfois à raison de l'intérieur parce qu'il y a un certain nombre de scandales, industriels ou parfois de l'extérieur, et notamment avec la montée en fait, récente et extrêmement, inquiétante d'une forme de subjectivisme débridé, la montée des fake news qui amène à des mouvements comme, les anti-vax par exemple et dans la situation qu'on est en train de vivre, aujourd'hui, c'est assez ironique et donc dans cette crise, c'est assez remarquable, de voir que cette parole scientifique regagne quelques lettres, de noblesse. Alors pas forcément partout, mais par exemple en Grèce, tous les soirs à 18h, c'est pas le gouvernement qui parle et qui fait des annonces, mais c'est le professeur Tsiodras, qui est un spécialiste des maladies infectieuses et qui fait le point sur la situation et en fait, cette parole, elle est extrêmement bien, reçue dans le pays. Pratiquement à l'inverse, on pourrait se pencher en fait sur la gestion, de la crise en France avec, la mise en place d'un comité scientifique et finalement, on a quand même eu le scandale sur l'utilisation ou non de masques, simplement pour cacher le fait qu'il y avait pas assez de masques, en France et donc ce genre d'attitude mine la confiance dans la parole des experts et sur cette crise, c'est le cas, mais en fait, ça va aussi la miner à long terme et c'est gravissime. Le deuxième point, c'est qu'il faut aussi permettre à ces acteurs d'apporter des réponses aux enjeux qu'ils soulèvent. Aujourd'hui, le système de recherche scientifique n'est pas fait pour ça. En fait, il est même en partie construit exactement à l'inverse, puisque la nécessité de rentabilité et de retour sur investissement fait qu'on a construit tout un système de valorisation de la recherche qui a pour but de nourrir la machine économique et consumériste. Donc ça accentue les effets négatifs de l'homme sur la planète, évidemment, mais aussi de l'homme sur l'homme. Et le progrès attendu de la science, qu'est-ce que c'est? C'est le plastique à usage unique, c'est l'aviation, c'est la monoculture, et cetera. Ou aujourd'hui, on peut penser aux objets connectés, par exemple. Et cette attente, c'est vraiment devenu une cage qui enferme à la fois le citoyen, mais aussi, le système de recherche scientifique lui-même. Donc il faut complètement le repenser pour qu'il fonctionne plus en mode projet, mais qu'il soit en fait pensé sur le long terme, qu'il ne recherche pas uniquement un retour économique, mais qui cherche à répondre à des enjeux de bien commun. Et tout ça, ça veut dire favoriser des recherches fondamentales et des financements longs, mais ça veut aussi dire pouvoir intégrer des formes de savoir qui viennent du terrain et donc favoriser la collaboration avec la société civile. Alors d'abord, il faudrait, réaliser qu'en quelques semaines, on a donné un coup de frein, vraiment radical à une machine qu'on nous disait qu'elle ne pouvait pas ralentir et que même si elle n'accélérait pas, tout allait s'effondrer. Donc si en fait, il est simplement possible de revenir à la normale dans quelques mois et c'est ce à quoi on est, incité, c'est bien qu'en fait, il y a rien d'impossible à arrêter ou à modifier profondément cette machine-là. Donc la première chose, c'est d'avoir conscience de ça et on a une force collective incroyable parce qu'on est plusieurs milliards d'êtres humains à être passés par un événement comme ça et à pouvoir dire, en fait, à pouvoir affirmer qu'on se moque de nous quand, bah, on nous dit que cette machine-là ne peut pas changer, que notre système actuel est pratiquement nécessaire, et qu'il existe, depuis toujours et qu'on peut rien avoir d'autre. En fait, non, tout est modifiable, donc il s'agit d'être un peu sérieux sur ces sujets et de remettre vraiment, les priorités, dans l'ordre et dans le monde de la recherche, ben, on découvre en fait des initiatives qui peuvent montrer tout leur potentiel, et qui grâce à cette crise quelque part se sont aussi, révélées. Je pense notamment à Just One Giant Lab,
qui permet de faire, émerger de la connaissance du terrain avec, un grand nombre de participants et de faire vraiment de l'intelligence collective sur des problématiques, techniques et des problématiques de recherche. Donc c'est une façon de faire de la recherche qui est différente, c'est extrêmement intéressant. De la même manière, nous, chez Socience, on a vu une augmentation de l'intérêt pour nos programmes, The Future Of, qui sont des programmes de recherche collaborative et d'open innovation, parce qu'en fait, ils sont tournés vers la réinvention des modèles et c'est, de ça qu'on va avoir crucialement besoin, demain. Alors c'est encourageant, mais en fait, il faudrait espérer que ça se pérennise, parce qu'il y a un danger dont Bruno Latour a parlé et dont il a très bien parlé, qui serait que cette crise, en fait, ne soit qu'une attaque et qu'une réponse contre un virus qu'on voit comme étant extérieur et absolument pas la preuve de notre capacité à nous remettre en question de l'intérieur et à changer de l'intérieur, ce qui menace, aujourd'hui, l'humanité. Pour ça, il propose un exercice intéressant que tout le monde peut faire. Il appelle à inventer des gestes barrières contre le retour de la production d'avant-crise. Et il y a un petit exercice, c'est 6 questions très simples auxquelles chacun peut répondre pour essayer de voir comment est-ce qu'en fait chacun à son niveau peut essayer de changer son quotidien et de changer la manière de faire. Alors, l'une de nos expertises, chez Socience, c'est de monter des projets de collaboration entre scientifiques, industriels, société civile, pour permettre de répondre à des enjeux de société. D'habitude, on s'attaque à des thématiques pendant plusieurs années, mais récemment, avec la crise, Covid-19, on a vu des nombreuses coalitions se monter en urgence, pour y répondre, par une certaine forme d'innovation. Et en parallèle de ça, on a le Comité consultatif national d'éthique qui a vraiment mis en garde le fait de développer des solutions sans intégrer la société civile et sans prendre en compte, notamment les populations minoritaires, dans les consortiums de recherche et d'innovation. En fait, ça pourrait mener à des réponses, inégalitaires et c'est déjà quelque chose qu'on voit parce que derrière une égalité biologique, absolue et de principe, le virus, il discrimine pas, en fonction, de la situation sociale, en fonction, du sexe, de la religion, de la couleur de peau et cetera. Mais derrière cette, vérité biologique-là, en fait, on voit quand même déjà apparaître, des ruptures sociales qu'on a instituées dans nos sociétés et en fait une égalité, qui ne vient pas de la biologie, mais qui vient de la manière dont on a construit nos sociétés et ça se voit très vite et ça se voit dès à présent. Il y a une mortalité qui est plus importante, en Seine-Saint-Denis. Quand on parle de rester chez soi, ça n'a aucun sens pour une personne SDF, et cetera. Donc en fait, nous, on est en train d'approcher les différents consortiums qui se sont montés, pour voir comment, est-ce qu'on peut intégrer et avec nos partenaires scientifiques des acteurs de la société civile qui ont pour mission la prise en compte, des intérêts de ces populations, oubliées. Et d'un point de vue plus individuel, mais quelque chose que tout le monde, peut faire, moi je vais aller donner mon sang. Et en fait, pendant la crise, les hôpitaux ont toujours besoin de sang et en fait, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne si vous êtes éligible. Il faut savoir que tous les dons du sang aujourd'hui se font sur rendez-vous et c'est possible de prendre rendez-vous sur le site internet de l'EFS, l'Établissement français du sang, et l'attestation, en fait, autorise à se déplacer jusqu'au lieu de collecte.